de silence. Donc aujourd'hui, on a deux formations. La première par Sébastien, qui est cofondateur de Testapic, qui va nous faire une présentation sur la récupération des retours utilisateurs, enfin les tests à distance. Et après, on a Florian qui nous explique pourquoi les adblockers tuent Internet. C'est ça? Donc deux petits talks qui vont être bien sympas. Ok, c'est bon? C'est parti, ok. Bonjour, je suis Sébastien Tanguy, je suis un des cofondateurs de Testapic. Je suis ici donc, pour vous parler plus particulièrement des tests utilisateurs. Alors je vais faire un focus à un moment donné sur les tests utilisateurs distants, mais l'idée c'est de vous présenter vraiment la démarche de récupération de données utilisateurs pour avoir des phases de conception et des phases d'optimisation qui soient vraiment centrées sur les besoins des utilisateurs, pour que vous puissiez concevoir des interfaces qui répondent vraiment aux attentes et au comportement des utilisateurs finaux. Alors, déjà pour commencer, j'ai ramené un petit tweet qu'on avait trouvé. Ça va faire des tests utilisateurs, c'est le client qui dit ça, on va faire des tests utilisateurs pour améliorer le site. Enfin, ça, c'est l'agence qui propose ça. Et la réaction du client, c'est de dire, regarde votre question, je veux pas que les utilisateurs voient vraiment le site avant tout le monde. Et en fait, ça, c'est une des problématiques que nous, on a rencontrées souvent, c'est de se dire à un moment donné, il faut savoir se confronter à l'utilisateur final, parce que ça va être lui qui va utiliser l'interface ensuite. Donc, il ne faut pas avoir peur de se confronter à ce genre de personnes. Pourquoi c'est important de faire des tests utilisateurs, que ce soit en phase de conception ou en phase d'optimisation, c'est que dans la plupart des cas, vous n'allez pas être les utilisateurs finaux de l'interface que vous êtes en train de concevoir. Vous le faites certainement pour un client qui ne correspond peut-être pas à votre typologie à un moment donné d'utilisateur. Et donc c'est important de pouvoir se confronter justement à ces typologies de retour pour valider un certain nombre de parties pris que vous avez pu avoir dans la conception, pour éventuellement corriger des éléments qui pourraient perturber l'utilisateur dans sa navigation. Et puis si vous êtes déjà après en phase de production, c'est de travailler sur vraiment une phase d'optimisation pour s'adapter au fur et à mesure aux nouveaux usages et être toujours en phase de veille et d'écoute des utilisateurs. Donc globalement en fait c'est vraiment se confronter à qui est mon utilisateur final. Pour ça il y a disons trois grandes familles de tests que vous pouvez faire. Le premier c'est vraiment le mode do it yourself, le mode guérilla, c'est peut-être ce que vous faites déjà, j'en sais rien. Mais c'est aller se confronter directement à l'utilisateur final, récupérer des informations au plus proche de ce qui se passe. Donc ça peut être interviewer des gens dans la rue, parmi vos cercles de connaissances, et essayer de récupérer des informations déjà sous cette forme-là. C'est la plupart du temps la première étape en mode test. La deuxième étape, c'est finalement faire appel à des solutions professionnalisées. Donc il y a deux modes de récupération de data, soit en laboratoire, soit en mode distant. Je vais vous parler de chacune des méthodes et vous montrer vraiment quels sont les avantages et les limites de chacune. Donc sur du laboratoire, comment ça se passe? En fait, il y a des salles dédiées qui peuvent exister. On fait venir des utilisateurs, on les interroge. Donc il y a un modérateur qui est présent et qui les met sur une machine, ça pourrait être sur mon Mac. Et puis il me demande d'accomplir un certain nombre de tâches sur l'interface, des consignes qu'on me soumet. Et puis je vais analyser après son comportement. Donc il y a un modérateur qui est là, qui est présent. Le problème de ça, c'est que la présence de ce modérateur potentiellement peut induire des biais à un moment donné dans la manière de conduire les tests, de par la verbalisation de ses consignes, de par sa présence aussi qui peut déranger à un moment donné l'utilisateur. Il y a un biais en sociologie qui est assez connu qui s'appelle le biais de la désirabilité sociale. C'est un truc que vous avez déjà tous rencontré à un moment donné quand vous êtes allé au tableau, quand vous étiez en cours. C'est que vous avez tendance à vouloir répondre ce que le prof ou le modérateur a tendance ce que vous attendez comme réponse. Donc clairement, à un moment donné, ça va induire des biais dans la manière de faire les choses. Les autres limites de ça, c'est que vous allez pouvoir interroger un panel d'utilisateurs qui est souvent assez réduit. La plupart du temps, ça va être entre 5 et 10 personnes maximum. Et donc finalement, quelle véracité on peut donner à une information qui est récoltée par assez peu d'utilisateurs. Les gros avantages par contre de cette méthode, c'est que c'est assez précis, ça permet de mettre en place du hardware, avec des caméras, avec des éléments, avec des capteurs aussi par exemple chez l'utilisateur, qui permettent de récolter des informations. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez pointu, qui par contre pose un certain nombre de contraintes aussi sur des méthodologies. Je sais que vous bossez pas mal en agile. Le problème de ces méthodes-là, c'est que c'est souvent assez long à mettre en place, parce qu'il faut recruter les gens, mobiliser des salles, faire venir ces personnes-là, bien souvent se prendre des lapins dans les rendez-vous. Et donc travailler vraiment sous cette forme-là, c'est un peu plus compliqué, en tout cas ça ne s'adapte pas forcément à toutes les méthodologies de travail. Donc nous on est venu en fait chez Testapic à un constat, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez interroger vos utilisateurs, c'est le cas extrême, c'est vraiment le côté guérilla, c'est essayer de se confronter vraiment à l'utilisateur dans ces situations réelles d'usage. Et donc c'est pour ça que nous on a décidé de mettre en place des tests utilisateurs distants. Alors les tests utilisateurs distants, ça consiste en quoi? C'est interroger des utilisateurs qui sont au plus proche de leurs conditions réelles d'usage. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux, ils sont au travail, dans les conditions de confort, dans un environnement confortable qui permet d'avoir des retours qui soient les plus spontanés possibles, les plus directs et bien souvent qui peuvent être vraiment très
transparents dans leur manière de naviguer. L'autre avantage de ça, c'est que finalement, en fait, on est capable de développer des tests de façon très simple, en les déployant de façon asynchrone. Donc on va pouvoir solliciter un panel qui est très large d'utilisateurs dans un temps très réduit. La plupart du temps, on travaille sur des délais qui sont entre 24 et 48 heures pour récupérer les données. Donc globalement, on va travailler sur quelque chose qui soit plus représentatif et donc qui permet de récolter plus de data que ce qu'on pourrait faire en présentiel. Donc les limites de ça, clairement, c'est d'avoir déjà ce panel à un moment donné à disposition pour pouvoir travailler. Quand réaliser les tests, en gros, c'est une question que vous pouvez vous poser à un moment donné, finalement, dans la phase de conception, qu'est-ce que je dois faire? Quand je dois interroger mes utilisateurs, est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que c'est pas trop tard? La plupart du temps, on a tendance à dire que plus tôt on va interroger les utilisateurs dans la démarche de conception, mieux c'est, parce que ça permet de pallier à un moment donné à des problèmes et les détecter en amont. Par expérience, on se rend compte qu'il y a des étapes clés qui sont intéressantes. Donc, par exemple, sur la première phase, l'expression du besoin, quand on va pitcher avec le client, récupérer de la data utilisateur sur des données quantitatives, là ça fait sens, parce qu'il y a une vraie analyse du besoin, il y a une vraie alimentation des spécifications qui peut être pertinente. Sur la phase de wireframe, je suis un peu plus réservé pour avoir fait des tests sur cette partie-là. Ça nécessite de faire appel à une population qui est vraiment plus experte, qui est capable de se projeter sur des environnements comme du zoning, du wireframe. Et donc clairement, c'est pas forcément toujours adapté, ou alors il faut savoir qu'il y a forcément des biais par rapport à la typologie d'utilisateur qu'on va solliciter. Là où ça fait beaucoup plus sens, c'est sur les maquettes, avant de rentrer dans les phases d'intégration, d'avoir déjà un environnement avec des premières animations, typiquement avec du InVision, du Axure, et qui permettent de jouer déjà des premiers scénarios et de se rendre compte des problématiques que l'utilisateur peut rencontrer sur des incompréhensions, sur certains parcours. Ça peut être lié, je sais pas, à des labels qui sont incompris, des icônes qui ne sont pas comprises, ou même carrément une architecture d'information qui peut être défaillante. Donc là, ça fait vraiment sens avant de rentrer sur des phases d'inté qui pourraient vous faire perdre du temps ensuite. Puis après, comme je disais tout à l'heure, en fait, sur des phases même de run de production, déjà travailler après sur des tests dans des logiques d'optimisation. Comment on mène des tests utilisateurs? En fait, je ne vais pas forcément faire un focus sur tout, mais déjà sur la première partie, au moins la partie protocole de test. En gros, comme toute démarche scientifique qui se respecte, elle a besoin d'être bien travaillée et bien préparée en amont. Donc clairement, la partie protocole, c'est un enjeu assez fort. Nous, on met beaucoup l'accent sur cette partie-là. Donc on le décrit principalement sous la forme d'objectifs que notre client souhaite atteindre. Donc ça, clairement, c'est un des éléments sur lesquels on passe beaucoup de temps, la définition du scope, du périmètre, qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis l'élaboration de toutes les consignes qu'on va soumettre aux utilisateurs, quels sont les parcours qu'on veut leur faire tester, pourquoi, sous quelle forme, avec quel type de verbalisation, etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont très forts et en fait qui, à un moment donné, doivent être entérinés avec le client pour s'assurer qu'on est bien tous en phase sur ce qu'on veut faire. La partie test, tout à l'heure j'en ai parlé, en fonction de la méthodologie que vous allez choisir, elle est plus ou moins élastique. La méthodologie distante a l'avantage de réduire au maximum cette partie-là. Et puis après, la partie analyse et préconisation, là c'est forcément tout le travail d'analyse qui est la partie la plus chronophage, mais en même temps la plus sympa dans le test. C'est récupérer toutes les données, les analyser, les retraiter, et puis en déduire ensuite des optimisations à mettre en place. La logique, forcément, elle s'inscrit dans une logique itérative, comme toute méthodologie agile. En fait, l'idée, c'est vraiment de travailler sous forme répétitive pour s'inclure au fur et à mesure dans les différentes étapes. Les premières questions que vous vous posiez quand vous faites des tests utilisateurs, c'est de vous dire qui sont mes utilisateurs finaux en fait. Donc là, il y a des méthodes de définition basées sur les personas par exemple qui sont importantes. Ça peut être de l'analytics aussi, les données qui existent déjà chez vos clients qui ont déjà peut-être des sites ou des apps déjà en production. Donc, toutes les sources d'informations que vous allez pouvoir récolter sur les utilisateurs, clairement, c'est des sources d'informations qui sont exploitées et exploitables dans le cadre des tests. Ça a certaines limites, c'est qu'à un moment donné, vous allez peut-être avoir des utilisateurs que vous n'allez peut-être pas pouvoir rencontrer, parce qu'ils sont peut-être pas disponibles, parce qu'ils ne sont pas dans votre zone géographique. Et donc clairement, la méthodologie aussi que vous allez choisir, elle doit s'adapter aux caractéristiques de vos utilisateurs. Alors là, je vous ai juste montré un petit exemple, on a fait une petite capture d'écran sur un test qu'on a mené. Je ne sais pas si vous arrivez tous à lire. C'est une notification qu'un utilisateur reçoit, et en fait, c'est un peu le genre de choses qu'on peut rencontrer en test utilisateur distant. Il est marqué Marie vient de partir pour faire les courses, me voilà tout seul, tout nu dans la salle de bain. Voilà, c'est juste pour vous montrer, en gros, c'est la vraie vie, quoi. C'est ce qui se passe quand on fait un test utilisateur, que ce soit en présentiel ou en distant, forcément il y a des aléas à un moment donné. Donc voilà, typiquement, on se rend compte que l'utilisateur est chez lui, mais il y a aussi des notifications externes qui peuvent le déranger dans le cadre du test. Une des parties aussi qui est importante quand vous allez mettre en place un test, c'est finalement combien d'utilisateurs je dois interroger pour commencer à avoir quelque chose qui soit suffisamment significatif. L'idée, c'est vraiment de travailler sur des groupes. Vous n'avez pas besoin de travailler sur une population qui soit phénoménale. La plupart du temps, nous, on va travailler sur des volumes d'utilisateurs qui sont en moyenne entre 20 et 30 personnes. L'avantage de cette population-là, c'est que vous allez déjà travailler sur une fréquence d'occurrence des problèmes, une récurrence qui est assez intéressante. En fait, au-delà, finalement, on arrive sur un effet de plateau. Là, le graphe que je vous présente là, il date un peu. Depuis, il a été remis en pause. En fait, la ligne, elle est un petit peu plus rabaissée.
Mais l'idée, c'est de pouvoir travailler sur des choses qui permettent de faire converger à un moment donné des problèmes qu'on a identifiés et d'être capable de trouver les problèmes les plus significatifs pour les utilisateurs. Quelles données vous êtes capable de faire remonter dans le cadre des tests? Elles sont de beaucoup d'ordre. En fait, l'avantage des tests distance, c'est que vous pouvez mettre en place des technos de mode mouse tracking, donc qui vous permettent de regarder la position de la souris en X et Y pendant toute la durée de la navigation, et puis de récolter un certain nombre d'informations liées au browser de l'utilisateur. Donc ça va être le nombre d'URL qu'il a parcouru durant le cadre du test, sur chacune des tâches, est-ce qu'il y a eu des URL redondantes, pourquoi est-ce qu'à un moment donné il est sorti de mon parcours idéal, et dans quel cadre il est sorti, et puis de comprendre à un moment donné pourquoi il est sorti de ce cadre-là. Il y a des données simples, des métriques plus faciles, c'est est-ce qu'il a échoué ou est-ce qu'il a réussi à l'ensemble de toutes mes tâches, le temps qu'il a mis pour accomplir chacune des tâches, typiquement sur des tests comparatifs, ça fait sens, est-ce qu'il a été plus performant à un moment donné que sur l'interface existante. Voilà, c'est le genre de données que vous pouvez collecter. En plus de ces données, une fois que vous avez récolté toutes ces datas-là et que vous en avez déduit des optimisations que vous pouvez mettre en place, finalement, c'est comment est-ce que vous devez les retraiter derrière. Donc le travail de retraitement de ces informations est important, donc il faut être capable de pouvoir typer les différents problèmes qu'on a eu, les différents retours, donner une fréquence d'occurrence sur l'ensemble de ces problèmes, sur combien d'utilisateurs est-ce que c'est revenu, et puis travailler sur la cause et leur nature. À un moment donné, j'ai fait un constat, j'ai identifié un problème, mais finalement, pourquoi l'utilisateur a rencontré ce problème-là? Est-ce que c'est lié à un élément particulier sur la page? Est-ce que c'est lié à du texte qui n'a pas été compris? À du design, peu importe en tout cas, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir le travailler le plus finement possible. Et puis derrière, en fait, il faut travailler aussi sur la criticité de ces problèmes-là. Dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose qui est résolvable rapidement, ou au contraire qui remet en cause une partie à un moment donné des différentes maquettes ou des parties que j'ai. Donc ça, tout ça, ça va vous permettre de lotir ensuite les optimisations que vous allez devoir mettre en place. Juste pour faire très rapide, je voulais vous montrer juste un petit exemple, une petite vidéo, un petit medley de tests utilisateurs que nous on fait, pour plus illustrer le propos et que vous visualisiez un petit peu mieux comment ça se passe en réalité avec les technos qu'on a développés. Donc ça c'est des vrais cas, des vrais tests qu'on a réalisés avec des clients. Si ça veut bien se lancer. Je mets juste pause 2 secondes, j'en mets plus de son. Que si je l'accroche chez moi, je vais être sûr qu'elle me plaise vraiment. Et là, je peux juste zoomer sur un détail et pas l'avoir dans sa globalité. Donc, faire une réservation, donc j'étais dans Devis Express, mais en fait, je pense que je me suis trompée. Donc, j'ai bien un tarif qui me donne 29,90, mais je ne peux pas réserver. Non, une erreur est survenue pendant votre paiement. Merci de réessayer. Là, ça fait déjà 2 fois que j'essaye, ça me gonfle. Du coup, je vais arrêter. Ça m'énerve. Et voilà, là aussi, si, donc du content peut-être en 2014. Oh là là, par contre, les pop-up, au bout d'un moment, faut arrêter. Faut vraiment arrêter les pop-up, là. Une fois, c'est bien. Voilà. Je veux fermer, je veux pas les avoir tout le temps. J'ai un message, j'arrive même pas à le lire tellement ça va vite. J'espère que vous enregistrez ça parce que bon, a priori il faut que j'accepte les cookies. Alors déjà si j'accepte pas les cookies, je peux même pas avoir la home. Donc ça c'est simple. Faut vraiment me motiver pour acheter un truc sur ce site. Hein. Ouais. Alors Marc, moi j'aime bien B.A.B.A. Donc je clique sur B.A.B.A. et j'aimerais aussi... Ah d'accord. Donc en fait, quand on clique sur la marque, on repart directement sur la page d'accueil du matériel, enfin de la recherche quoi. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas cliquer sur la marque et en même temps sur la couleur. Donc il faut que je retourne encore dans la file de recherche si je veux avoir la marque et la couleur. Donc je sais pas. En fait, il n'y a pas grand chose qui attire mon attention dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses rédigées. Hormis les livres, alors je ne sais pas s'ils défilent tout seul ou si c'est moi qui les fais défiler avec la souris. Donc voilà, on a plusieurs livres comme ça qui oui, ça défile tout seul. Donc voilà, il y a plusieurs livres qui... Ah oui, je vois. Je mets juste une pause sur, juste avant de vous montrer cet extrait-là. En fait, au Champ Direct, on a fait un test assez complet avec eux. Je ne sais pas si vous faites déjà vos courses en ligne, si vous avez déjà fait ça. Ça prend quand même pas mal de temps. La plupart du temps, la première commande, elle prend une bonne vingtaine de minutes, le temps de mettre en place tout son premier panier, etc. Donc ils sont dans une logique assez forte de problématiques par rapport à de l'acquisition de nouveaux clients, et ensuite il y a une rétention qui est assez forte. Par contre, le premier client, il est assez difficile à capter. Et donc clairement, ils ont un incentive sur la page de livraison, qui est code promo, où on vous offre la livraison offerte pour la première commande. Je vais vous montrer ce qui se passe.
code promo FlashAd, étoile, donc je vais le rentrer, FlashAd, étoile, je le valide, ça devrait me donner la livraison gratuite. Forcément, la livraison elle n'est pas offerte. Vas-y. J'aurais bien avoir en plein écran, beaucoup plus grand, parce que... L'étoile, c'était pas une étoile en fait, c'était juste une astérisque qui renvoyait aux conditions générales qui étaient en dessous. Sauf qu'en fait, à cette étape-là, alors ça a l'air de rien, c'est un grain de sable dans la navigation, sauf qu'en fait, ça faisait 15 jours que leur call center a explosé, parce qu'ils avaient des problèmes de nouveaux clients qui appelaient et qui disaient bah, le code promo fonctionne pas. Et les téléopérateurs disaient bah si, ça fonctionne bien en faisant les tests, ils n'arrivaient pas à se comprendre. Et en fait, des fois, c'est juste un petit grain de sable comme ça dans l'expérience utilisateur qui fait que c'est complètement dégradé. Ça a l'air de rien. Alors là, c'est même pas de l'ergonomie, c'est juste de l'intégration, et ça prend 10 secondes à le corriger. Je vous montre juste un dernier exemple, on en a vu un tout à l'heure sur Museo, donc c'est un site qui vend des reproductions d'œuvres d'art. Tout à l'heure sur l'extrait, il y avait un utilisateur qui faisait un retour sur la partie zoom. C'était une des optimisations qu'on a mises qu'on les a aidés à corriger, mais il y en a d'autres. Juste comme ça, est-ce que vous avez... ça c'est leur ancienne page produit. Une ou deux choses comme ça qui vous choquent sur cette page ou que vous verriez corriger. Par quoi vous commenceriez? Typiquement, si vous devez faire du test AB sur cette page-là, vous commenceriez par quoi? C'est quoi leur... Ah, ils vendent des reproductions d'œuvres d'art. Là, c'est la page produit. Donc, typiquement, là, tu peux acheter le produit qui s'appelle Satellite Foresight. Ah, ok, d'accord. Peut-être de quoi zoomer, afficher l'affiche en plein écran. Ouais, ça, c'était un des points, en effet, qui a été soulevé, mais c'était pas le premier élément qui a sorti chez les utilisateurs. Juste pour vous faire avancer, le premier élément, en fait, c'est un des éléments sur la page produit qui a été... principalement un frein irritant à un moment donné dans le parcours utilisateur, c'est le choix du format en fait. Donc il y a un certain nombre d'options qui sont sélectionnables sur la partie droite. Et en fait le choix du format, c'est un des éléments qui peut faire varier le prix de 1 à 4 voire 5 selon la typologie de format qui est choisi. Et en fait les utilisateurs disaient mais je vois pas ce que ça représente finalement un 30 par 40, un 45 par 60 chez moi. Et donc en fait finalement l'optimisation qu'on leur a proposé de mettre en place, c'est de dire bah, mettez le visuel de façon in situ. Donc ça c'est assez simple à déployer, ils avaient déjà toute la place disponible pour ça, donc c'est un nouveau visuel qu'ils ont mis en place. Ils ont commencé par ça parce que c'était la fréquence d'occurrence la plus élevée sur cette page produit pour les utilisateurs, c'était potentiellement le plus critique qui était détecté comme le frein le plus irritant et le plus simple à mettre en œuvre. Juste en mettant en place cette première reco, c'est 15% de conversion en plus chez eux. Et derrière, après, ils sont rentrés dans une logique plus fine, vous voyez, ils ont travaillé tout le module de droite, etc. Ça faisait déjà pas mal de temps qu'ils bossaient en test AB sur cette page-là, mais finalement, ils n'avaient jamais identifié ce problème-là comme un problème important pour les utilisateurs. Et donc derrière, ils sont rentrés dans une logique AB, ou même après, ils ont fait des tests où ils ont fait varier le visuel en position 1, 2 ou 3. Mais t'as raison, c'était un des éléments aussi qui était soulevé. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous parle un peu pour les utilisateurs. Des questions peut-être? Je sais pas s'il y a une question-réponse ou pas. Ouais. Si vous avez des questions. Ouais. Ouais, alors en fait on a deux typologies de tests. J'ai fait un peu l'impasse sur pas mal de choses forcément parce que le format était nécessaire. En fait il y a un plugin que les utilisateurs installent sur leur navigateur. Une fois qu'ils sont inscrits parmi nos utilisateurs, en fait ils installent ce petit plugin qui nous permet de faire cette vidéo enregistrée que vous avez vue tout à l'heure. Et puis on fait du mouse tracking aussi pendant toute la navigation des utilisateurs. Et en version mobile en fait c'est une application native que les utilisateurs installent et qui a les mêmes caractéristiques derrière de collecte de données. Donc c'est aussi possible de faire ça sur mobile. Et tous les utilisateurs, ils parlent beaucoup, ça arrive pas qu'il y ait des gens qui parlent moins ou vous faites exprès de... En fait, oui, ça peut arriver. En fait, quand les gens s'inscrivent chez nous, ils passent par une sorte de processus initiatique, entre guillemets. Donc, ils ont un premier test d'essai à faire qui nous permet de valider que la configuration de leur ordinateur ou de leur téléphone correspond bien, qu'ils ont bien installé notre petit plugin, qu'ils ont un micro, parce que c'est important de pouvoir collecter justement cette voix. Vous pouvez faire l'exercice à un moment donné, regarder la vidéo sans le son. Et en fait, finalement, des sessions replay comme ça, à partir du moment où l'utilisateur ne commande pas toute cette navigation, on perd beaucoup de data en fait, et beaucoup d'informations sur le ressenti spontané. Donc pendant toute sa nav, en fait, il est incité à verbaliser au doigt. Il a juste un petit rappel à chaque fois dès qu'il parle plus, essayer de parler au maximum pour commenter ce que vous faites et de parler au doigt. Comment vous faites pour faire des tests? C'est quoi que vos échanges? Ils sont rémunérés. Ils sont rémunérés à chaque fois qu'ils font un test en fait. Entre 7 et 20 €, ça va dépendre de la complexité des tests. Ça dure environ une vingtaine de minutes, donc ils sont chez eux, ils font ça la plupart du temps quand ils ont le temps.
Donc on lance beaucoup de tests, nous, en fin de journée et puis le week-end, parce que c'est là où ils sont le plus disponibles. Et ce qui permet en plus d'avoir des retours assez intéressants. Typiquement, on va lancer un test le soir, dès le lendemain matin, en fait, on a déjà pas mal de data qui est disponible. Donc en fait, c'est un dédommagement, une gratification qu'on peut leur donner en échange du temps passé. Est-ce que pour capter des nouveaux clients, vous faites commenter le site de ce client par des utilisateurs et vous leur dites regardez, on a fait ça et vous leur faites un teaser? Ça peut arriver. En fait, on l'a fait la problématique de ça, ça dépend des clients. Et la problématique de ça, c'est de vouloir sauter un peu sur des conclusions trop hâtives après sur les tests et de faire sur un tout petit échantillon et de se dire ah bah ouais, en fait finalement j'ai déjà les solutions de ce que je dois corriger. Et en fait, c'est pas forcément toujours représentatif. Donc on le fait pas trop souvent, mais ça peut arriver, ouais. Par contre, ce qu'on fait, c'est souvent dans des phases de pitch, d'arriver pour proposer à un moment donné un constat sur l'existant, et puis de faire des tests aussi déjà sur des premières maquettes animées pour montrer le delta qu'il y a entre les deux. Ça arrive. Merci beaucoup. Merci à vous.